Mesdames, Messieurs, on se retrouve donc pour cet après-midi avec une table ronde « Comment mobiliser les territoires pour agir ?» Et pour en parler aujourd'hui, eh bien, nous avons Anne-Sophie Chaplin, chef du service biodiversité au pôle développement économique et environnemental à la direction environnement de la région Nouvelle-Aquitaine. Cathy Prigent, directrice adjointe du conseil départemental d'Ordogne-Périgord à la direction de l'environnement et du développement durable, du service des milieux naturels et de la biodiversité. Pascal Monnier, deuxième adjoint au maire d'Angoulême, chargé de la politique du climat, de la transition écologique et de l'urbanisme, et conseiller communautaire délégué au Grand Angoulême. Et enfin, monsieur Alain Gallourou-Maudière, maire adjoint de la commune de Dissé. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui pour cette table ronde dont le sujet, je le rappelle, est comment mobiliser les territoires pour agir. Anne-Sophie Chaplin, on commence avec vous. Quand on entend ce thème de cette... Alors, vous avez des micros juste devant. Je pense que vous pouvez les allumer éventuellement pour pouvoir réagir si vous le souhaitez. Quand on voit le thème de cette table ronde, comment mobiliser les territoires pour agir, ça sous-entend qu'il y a plusieurs échelles d'intervention, plusieurs échelles de territoire. Quel est l'intérêt ? Alors, bonjour ou rebonjour. Oui, effectivement, il y a plusieurs échelles de territoire, on le sait, on est dans un pays avec quand même on parle souvent de millefeuilles. N'empêche que la biodiversité, avant tout, elle est sur les territoires. Hein. La biodiversité, elle est concrètement, ce sont les plantes, les animaux, les paysages qui façonnent le territoire. Et donc, chacun peut agir à son échelle. Il n'empêche que on s'aperçoit qu'il y a quand même aussi besoin de mettre un petit peu de cohérence, un petit peu de cadre aussi pour être un peu plus efficace, en tout cas pouvoir faire partager les expériences des uns aux autres et essayer d'avoir des dynamiques sur les territoires importantes. Et donc le rôle au niveau de la région, c'est vraiment de pouvoir un petit peu coordonner un petit peu tous ces travaux. On a légitimité à le faire puisque du coup on a une compétence, on est chef de file biodiversité, donc dans l'idée on doit un petit peu s'occuper de l'organisation de cette compétence aux différentes échelles infra-régionales. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. On travaille en particulier avec les départements, Cathy pourra en témoigner tout à l'heure, pour essayer de voir aussi comment est-ce qu'à l'échelle des départements on peut, quelles sont les priorités aussi de ces territoires-là, essayer de trouver aussi des relais qui font le lien entre des collectivités encore infradépartementales, des EPCI, des communes, et de façon à avoir une vision d'ensemble des problématiques de chacun et pour converger dans le même sens. Pour cela, peut-être parler un petit peu des actions, des outils qu'on met en place. En termes d'outils, on a réalisé avec l'ensemble des acteurs, beaucoup d'entre vous d'ailleurs ont participé à la définition, l'élaboration de la stratégie régionale biodiversité. Donc c'est vraiment ce qui va nous donner le cadre d'action, en tout cas au niveau de la collectivité. C'est le support un petit peu de l'ensemble des actions qui vont être mises en place sur les territoires. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu que cette stratégie soit co-construite avec l'ensemble des acteurs. Il y a eu beaucoup d'ateliers de travail. L'idée, c'était vraiment de ne pas faire une stratégie hors sol. On parle en tenant compte des réalités locales. Il faut que je sois plus près du micro. Je rapproche mon siège. Et donc l'idée c'était de co-construire pour être vraiment en lien avec les besoins, les acteurs du territoire. Donc, je pense que c'est un exercice qui est plutôt réussi. On a donc un document dans lequel on va retrouver une petite cinquantaine d'actions qu'on souhaite mettre en place sur l'ensemble du territoire régional avec l'ensemble de ces acteurs. Et pour la faire vivre, donc, l'élaboration, ça a été une chose. On a eu une grosse phase de concertation. Aujourd'hui, il faut la faire vivre pour la mettre en œuvre et pas qu'elle reste dans les placards bien au chaud, mais qui sans servir à grand-chose. Et donc, on est en train de mettre en place un certain nombre de groupes de travail thématiques, donc pareil, qui rassemblent l'ensemble des acteurs et de façon à essayer d'aller chercher des projets, de faire émerger des réseaux, des échanges entre les acteurs, de créer façon du lien à avec créer du lien, etc.,
avec ces différentes échelles de territoire et les acteurs de ces différentes échelles de territoire pour arriver à une mise en œuvre effective de cette stratégie. Et notamment avec l'Observatoire régional de la biodiversité et de l'eau. Alors voilà, après, effectivement, ce qui est intéressant, là on est effectivement une journée plutôt consacrée à l'ARB. On se sert effectivement également de l'ARB qui est un partenaire important pour la région, pour développer des outils qui puissent être les plus à même de répondre à ces enjeux de territoire et à ces besoins, et notamment aux besoins des collectivités. On a parlé ce matin effectivement des missions de l'Observatoire, donc ça permet de rassembler la connaissance, la valoriser, la mettre à disposition donc des différents acteurs, notamment des collectivités. Et puis derrière, ça permet de développer des outils. On a parlé un petit peu rapidement ce matin d'outils comme les fiches communales ou les fiches intercommunales, qui sont quand même vraiment des outils importants, je pense, pour les collectivités qui sont, à mon avis, aujourd'hui pas encore assez mobilisées, peut-être pas encore assez connues, mais c'est aussi l'occasion sur une journée comme ça de pouvoir les présenter. Et ces fiches, où est-ce qu'on peut les retrouver ? Sur le site de l'ARB. Sur le site, d'accord, de l'ARB directement. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres... Ah mais c'est pour vous, non, si vous aviez fait pareil, voilà, les acteurs qui ont contribué, oui, alors les outils. Oui, les acteurs, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ouais. Enfin, j'en ai parlé. Je ne peux pas les lister tellement. Il y en a énormément. Ils sont nombreux. Mais effectivement, après, l'intérêt aussi je pense, de travailler avec l'agence, c'est justement la capacité de cette agence à être, on l'a vu ce matin, à l'interface entre les différents acteurs, aussi entre ces différentes échelles. Et donc, ils ont aussi un rôle important dans la mise en réseau d'acteurs. On l'a vu ce matin, il y avait un témoignage sur la communauté ERC, par exemple, qu'on est un bon exemple, mais il y a aussi d'autres réseaux d'acteurs qui peuvent être mis en place. C'est aussi ce qu'on essaie de développer avec l'agence et l'Office français de la biodiversité sur le... On a remis les diplômes ce matin sur territoire engagé pour la nature, mais c'est vraiment aussi ça l'idée, c'est de pouvoir créer du lien entre les collectivités qui s'engagent et pouvoir faire émerger d'autres projets et puis faire un petit peu de tâche d'huile sur l'ensemble du territoire. Oui, vous êtes l'échelon stratégique, mais vous tenez compte des réalités locales avec les acteurs aux différentes échelles. Cathy Prigent, comment le département accompagne-t-il les différentes communes, notamment du département, et notamment les communes, les petites communes qui parfois, dans lesquelles il y a un peu moins d'ingénierie ou peu ? Oui. Alors déjà, le département est responsable de la politique des espaces naturels sensibles. Alors ça contribue effectivement à la politique pour la biodiversité. Et ce que je peux dire aussi des départements, donc des conseils départementaux, c'est que c'est un échelon intermédiaire entre les collectivités locales qui portent les actions concrètes, ce que disait à l'instant ma collègue de la région, voilà, et entre donc les collectivités locales, donc qu'on entendra tout à l'heure, et la région ou l'État qui portent des stratégies locales et nationales. Et donc le département, depuis longtemps, a l'habitude d'accompagner les communes et les communautés de communes. Alors c'est plutôt les communautés de communes que l'on vise pour mener des actions pour la biodiversité, bien que beaucoup de communes portent des actions. Et le département de la Dordogne a la particularité d'être un département rural où les communes n'ont pas beaucoup de moyens techniques d'ingénierie. Par contre, les communautés de communes, alors bien qu'elles n'en aient pas beaucoup, surtout les communautés de communes rurales, mais ont parfois un référent qui peut nous servir d'intermédiaire pour porter la connaissance. Et donc la connaissance, c'est quelque chose d'important. Donc ça a été dit ce matin, bien connaître pour bien gérer. Le département de la Dordogne a développé avec le CAE de la Dordogne un outil qui s'appelle la Maison numérique de la biodiversité. Alors c'est un peu le pendant de l'observatoire régional, on va dire. On a développé la connaissance pour la mettre à disposition des territoires. Et c'est un site internet ? Alors, on peut le trouver sur un site internet, on peut trouver des cartes qu'on peut consulter, mais on peut aussi télécharger les couches et les importer dans son propre SIG, par exemple. Il y a aussi des outils de communication, etc.
Et à l'issue de ce travail qui a duré 4 ans et qui a bénéficié de fonds de l'État, c'était un programme d'investissement d'avenir qui avait pour objectif d'utiliser le numérique au profit de la biodiversité, de voir dans quelle mesure le numérique pouvait contribuer à la protection de la biodiversité. À l'issue de tout ce travail, ces données ont servi à faire des prédiagnostics intercommunaux qui vont être diffusés dans toutes les communautés de communes dès le début 2025, puisqu'ils vont être présentés aux élus départementaux là, le 16 décembre prochain. Donc voilà, en termes de connaissances. Donc le département peut contribuer en termes de connaissances, mais le département a fait avec ses partenaires que sont la région, l'ARB, puis les associations, et nos autres partenaires comme le Conservatoire botanique Sud-Atlantique, etc. On a fait le constat que les projets des collectivités étaient peu nombreux. On a regardé avec la région combien de communes de Dordogne répondaient aux appels à projets. Et pour quelles raisons? Alors, on pense que c'est par méconnaissance peut-être des dispositifs, par manque d'assurance pour monter un dossier qui montre un peu, qui fait le diagnostic du territoire et qui montre les actions qu'elles vont devoir mener. Donc en faisant ce constat, on s'est tous dit, et puis je pense que c'est pas nouveau, c'est que il manque d'ingénierie d'une personne qui est capable, un ensemblier qui est capable de mettre tout ça en relation. Donc le département de la Dordogne, à l'image de ce qui est fait dans le domaine de l'eau, des rivières, des milieux aquatiques, a créé un groupe départemental d'ingénierie, on l'a appelé groupe départemental d'ingénierie pour la biodiversité, qui réunit nos partenaires, les experts de la biodiversité qui sont en capacité d'accompagner les collectivités. Le département anime ce groupe pour qu'on se réunisse régulièrement, pour qu'on partage la connaissance des projets que mène telle commune, telle communauté de communes, etc. Et qu'on mutualise un peu notre travail, parce qu'on ne peut pas être partout tout le temps, pour qu'on diffuse les outils qu'on a les uns et les autres pour contribuer à l'amélioration des projets et qu'on essaie de voir quelle synergie on peut trouver dans notre travail en commun, et quels outils on peut partager pour mieux travailler. Et notamment, qui sont ces partenaires? Alors, tout à l'heure, j'ai cité le CAUE. Oui. Donc, c'est un partenaire, déjà parce que les départements financent les CAUE via la taxe d'aménagement. Le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, le Conservatoire botanique national Sud-Atlantique, le parc naturel régional, l'unique parc que l'on a, donc Périgord-Limousin, qui était présent pour présenter le live Abeilles sauvages tout à l'heure. La LPO aussi, la LPO est très présente en Dordogne et accompagne toutes sortes de projets. Alors pas forcément que auprès des collectivités, mais parfois auprès des entreprises, parfois auprès des agriculteurs, etc. Et aussi les services de l'État tels que la DDT, donc Direction départementale des territoires, ou l'OFB, Office français de la biodiversité, et alors, si on peut dire l'État, l'Agence de l'eau à Dour-Garonne pour nous, l'ARB, qui est ici, auquel le département de la Dordogne est adhérent, la région Nouvelle-Aquitaine, et puis nous, bien sûr, et voilà le groupe qui se réunit, alors qui peut s'ouvrir à toutes sortes d'expertises autres, bien sûr, c'est complètement informel, mais l'idée est de vraiment essayer de trouver une synergie. J'ai répondu à la question. Vous avez tout à fait, vous avez absolument répondu à ma question. Pascal Monnier, allumez donc votre micro. Alors vous êtes plutôt sur une opération séduction pour les entreprises, c'est-à-dire Entre autres. Déjà, vous avez raison, madame. Il faut absolument qu'on articule. Alors à la fois, je m'occupe de la biodiversité à Grand Angoulême et à Angoulême. Il faut absolument qu'on rassemble nos forces, à la fois sur le territoire et dans l'articulation régionale. C'est vraiment la feuille de route qui doit être la nôtre. Par exemple, sur Grand Angoulême, on a décliné une stratégie intercommunale qui s'articule parfaitement avec la stratégie de l'agence régionale. C'est-à-dire qu'on prend les points d'action et donc derrière, on les décline sur le territoire pour qu'on soit déjà dans la stratégie parfaitement articulée.
Et puis, on cherche à fédérer les acteurs du territoire, parce qu'on a besoin de se renforcer les uns les autres en réalité. C'est une politique nouvelle sur les politiques publiques. Ça paraît bizarre de dire ça, mais enfin, c'est une politique qui, notamment dans le cadre financier, est une politique qui doit s'imposer, puisque c'est une nouvelle feuille de route. Et donc, il faut se faire de la place. Et pour se faire de la place, eh bien, il ne faut pas y aller tout seul. Et donc, le premier niveau, c'est d'articuler les acteurs du territoire. Donc, j'ai impulsé à Grand Angoulême au moins une réunion semestrielle qui réunit tous les acteurs, les associations naturalistes, l'ensemble de nos partenaires, etc., pour qu'on puisse travailler ensemble. Et j'ai souhaité que le département réalise la deuxième séquence d'articulation, puisque la biodiversité ne s'arrête pas au territoire de Grand Angoulême, et je pense que les départements ont aussi un rôle à jouer dans cette articulation. Je crois que c'est aussi ce que vous venez d'évoquer. Et donc, c'est absolument indispensable qu'à l'échelle des territoires, à l'échelle des collectivités, on puisse se rassembler pour se renforcer. Je crois que c'est une première feuille de route de l'action. Et puis, pour répondre à votre question, il faut qu'on regarde peut-être l'ensemble des partenaires. Et il y a un partenaire pour lesquels on n'a pas tout à fait l'habitude, avec lequel on n'a pas tout à fait l'habitude de collaborer, ce sont les entreprises. Alors, peut-être à l'échelle de Grand Angoulême, on a une démarche un petit peu singulière, parce qu'en réalité, on réfléchit au modèle économique de la nature, tout simplement. Et le modèle économique de la nature, aujourd'hui, il n'est pas trouvé. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité assez facile d'intervenir en financement, par exemple sur des solutions fondées sur la nature, qui rendent service, qui ne sont pas monétisées, donc derrière qu'on ne sait pas facilement mettre en œuvre. Donc déjà, la base de ce à quoi il faut réfléchir, c'est ce que j'appelle le modèle économique de la nature. Donc derrière, l'idée de déclencher des financements qui vont, et c'était notre réflexion à Grand Angoulême, qui vont au-delà des financements publics. Parce qu'en réalité, si on n'est que sur les financements publics, eh bien on intervient sur les fonciers publics, par exemple. Et donc, on est un petit peu en butée d'intervention, puisqu'on peut rappeler que 80% des fonciers, par exemple, d'une ville comme Angoulême, ce sont des parcelles privées. Donc, il faut se poser la question aussi de savoir comment on intervient sur ces parcelles ou sur ces fonciers privés. Et on n'y arrivera pas, me semble-t-il, si on n'embarque pas les entreprises. Ce qui est une mission assez compliquée, on l'a évoqué ce matin. Puisqu'elles ont des enjeux, voilà, un chiffre d'affaires, aujourd'hui, le recrutement, c'est compliqué pour Je vais nous donner un petit cadre très, très brièvement de la logique d'intervention des entreprises, pour qu'on soit un petit peu d'accord. Le premier niveau, il est réglementaire, c'est quand les entreprises cherchent du foncier pour se développer. Là, souvent, elles doivent faire agir des modèles de compensation, puisqu'elles sont parfois dans des obligations réglementaires qui les obligent à aller chercher des compensations. Elles sont relativement démunies pour trouver ces compensations. Donc, il me semble qu'un des premiers niveaux sur lesquels doit agir, alors le mot compensation, dans l'ERC, on est d'accord, hein, c'est le troisième pilier, il est dans la hiérarchie, c'est le dernier, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais il n'empêche que si on veut développer un territoire, après chacun pose des choses comme il le souhaite, si on veut développer un territoire, il faut aussi trouver du foncier pour les entreprises, et donc il faut aussi accompagner les entreprises dans la recherche de sites de compensation. Et donc sur Grand Angoulême, par exemple, on a réalisé une étude foncière sur des sites biodiversitaires à la fois corridors et réservoirs, et derrière, dans la perspective de réaliser une banque de compensation qui sera mobilisable pour les entreprises quand elles cherchent du foncier. Donc ça, c'est le premier point. On est par ailleurs relativement en avance sur un plan friche, puisque la sobriété foncière est aussi déclinée. Je pilote le SCOT à Grand Angoulême. Et donc, on est en train de réfléchir à l'échelle du territoire à une banque de compensation biodiversitaire selon les habitats, etc., qui puisse être déclenchée pour les entreprises et donc avoir une forme d'automaticité derrière de possibilités de compensation. On est bien d'accord qu'on n'accepte pas toutes les compensations. Et puis, si on regarde un petit peu, pas être long, si on regarde un petit peu ce que souhaitent les entreprises, ce n'est pas très compliqué. Les entreprises, le premier niveau d'intervention sur lesquels elles peuvent envisager d'aller, c'est leur foncier propre, pas en développement. Vous avez une entreprise et puis vous avez un espace vert. Et sur cet espace vert, c'est un espace qui coûte pour les entreprises, tout simplement. C'est une pelouse inerte avec quelques massifs, etc. Il y a zéro biodiversité et ça leur coûte de l'argent. Et la façon simple d'engager les entreprises dans la biodiversité, qui est un terme qui est extrêmement éloigné des entreprises, eh bien, la façon simple, c'est de leur proposer d'agir sur ce foncier qui, pour elles, est une charge. Et donc, il faut arriver là avec des solutions, de l'expertise naturaliste,
et des financements. Et donc, quelle solution on peut leur apporter? Alors, c'est pour ça que je me retourne vers l'ensemble des partenaires. Le premier niveau ici, c'est d'arriver avec de l'argent. Si on arrive sans argent pour parler avec les entreprises sur leur foncier, ce n'est pas la peine. On leur repose un problème. Donc, il faut trouver de l'argent et ensuite, il faut les accompagner. Il y a beaucoup de volonté. Vous savez, j'en ai fait beaucoup. On a beaucoup d'entreprises qui ont des fonciers parfaitement inertes. Chacun voit des zones d'activité, etc. Tout ça ne fonctionne pas. Eh bien, si on veut que, par une logique de précurseur, etc., si on veut que ça fonctionne, vous avez 10% des gens qui sont prêts à aller vers une mutation, qui sont prêts à avoir une approche écologique de leur foncier d'entreprise. Et pour ça, il faut leur apporter, je l'ai dit, de l'expertise et de l'argent. Donc, si on n'a ni expertise ni argent, ce n'est même pas la peine d'aller les voir. Et puis, l'autre niveau, c'est que vous avez, sur nos territoires, un certain nombre d'entreprises qui sont prêtes à s'engager, parfois même au-delà de leur foncier. Alors, elles sont prêtes à s'engager, soit parce que derrière, il y a une volonté spécifique du chef d'entreprise. On peut par exemple aller voir des entreprises spécifiques qui sont notamment le centre des jeunes dirigeants, vous prenez des jeunes entrepreneurs, etc., qui ont peut-être plus d'appétence, etc. Soit il y a une volonté spécifique, soit parce que, chacun le sait ou non ici, mais il y a des obligations réglementaires qui sont en train d'arriver pour les entreprises. Et il y a une obligation réglementaire qui s'appelle la CSRD, qui est une obligation européenne qui va s'imposer aux entreprises de taille intermédiaire dès 2025. Et il se trouve que je connais aussi ça parce que j'ai appelé des RSE, des responsables RSE d'entreprises, y compris au niveau national, etc. Ces entreprises sont parfaitement démunies pour satisfaire leurs obligations environnementales au titre de la CSRD. Et donc, ce qu'on doit faire dans les territoires, c'est de leur apporter des solutions. Comme d'habitude avec les entreprises, il faut arriver avec des solutions. Et donc, là, eh bien, c'est de dire, vous avez des logiques de compensation, vous avez des logiques d'investissement qui font sens, parce que vous avez des rapports RSE à rédiger, etc. Eh bien, moi, j'ai un foncier, j'ai un plan de gestion sur un foncier, et derrière, j'ai une expertise naturaliste. Donc, vous n'avez plus qu'à me filer l'argent. Et donc, là, il vous file de l'argent. Donc, voilà un petit peu ce qu'on doit construire à l'échelle des territoires. Et donc, c'est un travail assez considérable, mais qui fait qu'on n'est pas très loin, et on peut quand même, par une logique de précurseur, aller chercher ces entreprises-là. En tous les cas, sur le territoire angoumoisin, on a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'entreprises qui sont dans cette démarche. Je prends une minute, je suis beaucoup trop long. Une autre minute, regardez si ça vous intéresse. Vous êtes dans les temps, c'est parfait. Formidable. On a une démarche tout à fait innovante sur Angoulême, qui est une première nationale. J'ai prévendu l'OAP ce matin, très très brièvement. Ce n'est pas l'OAP sectorielle. On est bien d'accord, une OAP thématique, trame verte et bleue, tous les PLU en font. Donc, on est bien d'accord. Ce que je disais tout à l'heure sur la vie d'Angoulême, ce n'est pas ça. C'est dans un quartier spécifique, etc. Très bien. On accompagne une entreprise à mission qui s'appelle Qui veut rafraîchir sa ville. Vous cherchez sur les réseaux si ça vous intéresse. C'est une entreprise qui va organiser la déconnexion, le responsable de l'agence de l'eau, le directeur en parlait ce matin, qui organise la déconnexion des eaux pluviales du réseau par désimperméabilisation, infiltration dans les parcelles privées. Très bien. Et ce faisant, c'est une légère noue qui est derrière satisfait toutes les fonctions écosystémiques qui ont été évoquées ce matin. Et donc derrière, et là on est sur les 80% de foncier privé. Et le modèle économique de cette entreprise, qui veut rafraîchir sa ville, Angoulême, premier développement national, eh bien le modèle économique, c'est d'être financé par les entreprises. Donc, on lance à Angoulême une solution de déconnexion et pas sur les bâtiments neufs. Le bâtiment neuf, on est d'accord. Le traitement des eaux à la parcelle, ça c'est prévu. Mais sur le bâti ancien, sur le bâti existant, pour la totalité du 80% qui fait le bâti d'une ville, on lance une opération financée par les entreprises qui va être une opération. Et donc derrière, on est dans une logique d'expérimentation et dans une logique de généralisation, y compris dans une approche biodiversitaire. Et là, on a par exemple, à Angoulême, une quinzaine de chefs d'entreprise qui sont partants pour financer ces premiers éléments. Et ils sont partants parce qu'on leur apporte une solution, parce que c'est une entreprise derrière, et parce qu'on leur permet de porter un discours environnemental, de satisfaire des normes réglementaires, et derrière, d'avoir une attractivité vis-à-vis de leurs salariés, parce qu'autrement, elles n'y arrivent pas. Donc voilà la façon, possiblement, pour lesquelles on peut embarquer les entreprises qui sont un des acteurs. Il y en a d'autres, mais vous m'avez posé la question sur les entreprises. Et alors, vous nous parlez donc des entreprises, mais en ce qui concerne les citoyens, vous parliez ce matin de l'OAP biodiversité. Vous pouvez nous en dire plus, davantage? Profitez-en. Bon, écoutez, je répondrai s'il y a des questions, parce que donc, je l'ai dit ce matin, c'est donc un règlement d'urbanisme. Une OAP, c'est une orientation d'aménagement et de programmation qui va poser le cadre de restauration du bâti
qui soit favorable à une biodiversité du quotidien. On peut penser aux hérissons, aux moineaux, aux rouges-gorges, aux vers de terre, à l'escargot et à la chauve-souris. Et ce sont autant d'espèces qui sont appréciées par nos concitoyens, pour lesquels ils souhaitent porter une attention. Et donc derrière, en règlement, mais aussi en incitation, eh bien, on peut très bien, par exemple, ce qu'on va faire sur Angoulême, dans ce quartier, parce qu'on ne peut pas le faire à l'échelle de la ville, on va par exemple recenser tous les arbres communs qui ont une valeur environnementale, par exemple, qui sont des points de fraîcheur, qui sont des points ou des oiseaux niches, ou etc., où on est des points de vie, en réalité. On ne peut pas le faire à l'échelle de la ville, à part les algorithmes qui, demain, permettront de le faire, mais on ne peut pas le faire. Mais dans un quartier, on va recenser 100, 200, 300 arbres, des arbres communs, qu'on va protéger par le règlement. Et donc ça, on va le faire dans le cadre de cette OAP, parce qu'on ne peut pas le faire à l'échelle de la ville, parce qu'on ne peut pas référencer tous les arbres communs utiles d'intérêt écologique dans une ville. Donc on fait ça. C'est le fait de rehausser les clôtures des jardins tous les 3 mètres pour laisser passer les hérissons. C'est le fait de, je l'ai dit ce matin, dans le cadre d'une ITE, une isolation thermique par l'extérieur, d'imposer, on souhaite travailler avec la LPO, nous aussi, d'imposer la réalisation de nichoirs, mais qui fassent sens en termes écologiques, savoir combien, où ils sont positionnés, comment ils se positionnent, etc. Dans les coefficients de pleine terre, il faut une certaine surface qui permette aux vers de terre d'avoir une certaine surface utile, etc. Spécifiquement, dans ce quartier, on va travailler là-dessus. Et donc, cette OAP, c'est ça, c'est-à-dire en faisant sens, dans un quartier résidentiel construit, de permettre une forme d'épanouissement de la biodiversité du quotidien. Dernier point pour répondre à votre question, on a lancé sur Angoulême un club des citoyens engagés pour la nature. On a 25 personnes qui nous accompagnent, et ce sont des gens qui nous accompagnent. Ce sont des citoyens. Ce sont des citoyens. Donc c'est la façon aussi d'embarquer les citoyens dans des dynamiques citoyennes, et donc c'est un club qui nous accompagne sur différentes politiques publiques. Et alors, quelles sont leurs actions? Quelles sont les actions de ce club? La prévention, plutôt? Alors, c'est beaucoup de prévention. Ouais. On a, comme chaque ville, une charte de végétalisation en pied de façade, etc. Donc, ils vont inciter dans un quartier, dans une rue, des riverains à participer de cette démarche. Parce que là, l'intérêt, c'est ça la difficulté, c'est de montrer aux gens, finalement, l'intérêt de toutes ces actions. Oui, mais là, on leur donne des outils pour que dans leur rue, ils puissent derrière aller voir leurs voisins sur quelque chose qui les intéresse. Ils ont, par exemple, on a travaillé sur une expérimentation pour éradiquer le moustique tigre à l'échelle d'un îlot, pour derrière aller chercher toutes ces coupelles, etc., qui créent, parce qu'on n'y arrivera pas, sulfateuse ou je ne sais pas quoi, c'est pas ça qui va faire qu'on n'aura pas de moustique tigre. On en aura toujours par ailleurs, mais c'est la responsabilité citoyenne qui va nous permettre de lutter contre le moustique tigre. Et si vous n'embarquez pas les citoyens, eh ben vous aurez du moustique tigre. Donc ils travaillent spécifiquement par expérimentation, du porte-à-porte, regarder les coupelles, etc., à l'échelle d'un quartier. Ben voilà des actions que peuvent réaliser ce club des citoyens engagés pour la nature. Bien justement, vous parliez d'embarquer les citoyens. Alain Galloux-Romaudière, vous, dans votre commune de Dissé, qui compte 3000 habitants, comment vous avez embarqué les gens finalement avec vous? Je vais m'appuyer sur 2 mots, donc le mot de millefeuille tout à l'heure et puis le mot de responsabilité citoyenne. Sur le mot de millefeuille, comme on est une petite commune, mobiliser le territoire, ici, c'est mobiliser les citoyens. C'est-à-dire comment les rendre acteurs pour qu'ils s'approprient les enjeux qui sont les nôtres de biodiversité, sur l'importance de l'eau, par exemple. Pour mobiliser les citoyens, il faut que, bien sûr, s'appuyer sur la connaissance. C'est pour ça qu'on a engagé notre ABC et on s'appuyait sur notre ABC pour mobiliser nos lycéens. Et pour les mobiliser, on a lancé des démarches participatives. C'est-à-dire qu'avec différents organismes, ça peut être le CPIE, ça peut être une association, on a mobilisé autour de thématiques, par exemple sur les carrés de biodiversité, on a lancé des séances participatives sur les insectes et sur les plantes. Par exemple, sur les sauvages de ma rue, on a pu identifier, par exemple, faire du moins que ce soit les citoyens qui nous amènent l'information, la connaissance, et qu'ensuite on puisse travailler sur cette connaissance. Donc les citoyens viennent vous voir pour vous rapporter, en effet. Par exemple, c'est-à-dire qu'on a fait une animation, et à partir de cette animation, aussi bien sur le carré de biodiversité que sur les sauvages de ma rue,
à partir de cette animation, ensuite, il y a des citoyens qui sont mobilisés et qui, alors on ne les a pas mis, nous, en réseau ou en groupe, mais ça s'est fait de façon spontanée. Naturellement. Voilà. Et dans le cadre de l'ABC, là, c'était donc sur un niveau de connaissance bien plus important, puisque même si on a confié cet ABC à un prestataire qui est Vienne Nature, pour ne pas le citer, la LPO, il y avait aussi donc besoin d'avoir cette connaissance par les citoyens. Et donc, on a lancé là aussi différentes démarches, par exemple sur les amphibiens, identifier les points de mortalité sur les routes, par exemple, pour des amphibiens. Et donc ça a bien fonctionné, puisque même maintenant, on a lancé notre ABC en 2019-2020, même maintenant, on a des retours sur ces points de mortalité sur lesquels on agit actuellement. Un autre exemple, sur les chiroptères, par exemple, sur les chauves-souris, eh bien, on a d'abord lancé, à partir d'une animation de détection des chiroptères, et ensuite, on a eu des retours des citoyens par cette démarche participative. Donc, mobiliser, nous, les territoires, c'est d'abord mobiliser les citoyens. Vous parliez des entreprises tout à l'heure. Il y a un dispositif. Alors là, on fait appel aux millefeuilles qui autour de nous, en particulier. Nous avons donc un EPCI, c'est Grand Poitiers, nous, pour la commune de Dissé. On fait partie des 40 communes de Dissé. Eh bien, dans l'EPCI, il y a des dispositifs. Par exemple, il y a un dispositif qui s'appelle Jouons le futur, qui mobilise des entreprises sur des thématiques pas forcément liées à l'environnement. Ça peut être sur l'art, sur la culture, sur le sport et autres. Et on a donc lancé, nous, l'idée de mettre ce dispositif au service de la biodiversité. Et donc, on a réuni une quarantaine de chefs d'entreprise, de RH et d'acteurs du monde industriel ou des collectivités pour venir à Dissé se rendre compte de l'état de la biodiversité et comment on prenait en compte cette biodiversité. Nous, on a la chance dans la petite commune d'avoir des lieux de densité de biodiversité très importante. Nous avons deux ENS, par exemple, une zone Natura 2000. Bien sûr, on fait partie de la zone Ramsar, une petite partie de la zone Ramsar aussi. Donc, nous avons 3 SNIEF aussi sur la commune. Toute petite commune de 24 km², mais qui a une densité d'habitats différents, une mosaïque d'habitats très intéressante, et ça permet donc de mobiliser au niveau des citoyens. Au début, nous avions des animations dans les années 2016-2017 à 5 ou 6 citoyens lycéens sur nos découvertes de nos différents habitats. Maintenant, nous faisons des listes et les citoyens s'inscrivent parce que au-delà de 20, on ne peut pas faire une sortie ornitho, on ne peut pas faire une sortie en milieu humide, par exemple. Donc, mobiliser, nous, le territoire, c'est d'abord mobiliser nos citoyens. Et ils nous le rendent bien, puisque nous sommes actuellement en plein PLUI, donc, dans les 40 communes, et nous avons une démarche auprès de nos citoyens pour travailler. Actuellement, je le fais sur le paysage et sur les zones qui sont hors urbanisation. Et donc, nous avons fait un inventaire de réseaux de haies avec des natures dans le cadre de notre ABC. Eh bien, nous allons avoir un séminaire d'une demi-journée où à la fois les élus et les citoyens vont aller identifier les secteurs à enjeu biodiversité de manière à pouvoir mettre dans notre PLUI ces zones à intérêt ou à enjeu biodiversité. L'Atlas permet de faire des choix. Vous me parliez, Monsieur Galou-Gromaudière, aussi de la difficulté de coordonner des fois les dispositifs lorsqu'on fait intervenir plusieurs acteurs du territoire. Alors, ce millefeuille a des avantages, mais aussi des inconvénients. Les projets ne manquent pas sur la commune. Ils sont issus, bien sûr, des propositions des citoyens ou des élus. Mais ensuite, pour les mettre en œuvre, il y a parfois certaines difficultés. On peut agir en répondant à des appels à projets de la région, par exemple, via l'accord cadre de notre PCI, ou nous directement, petite commune. On peut s'inscrire dans des actions, par exemple, d'un contrat territorial de milieu aquatique, puisque nous, c'est le clin aval, cette petite portion, et favoriser certaines actions, en particulier de restauration de mares, par exemple, avec ce type d'action.
on peut solliciter aussi. Nous, on a la chance d'avoir une zone Natura 2000 dense sur la commune et donc nous inclure dans des actions du contrat de Natura 2000 qui nous permet de financer nos actions. Le problème, vous avez parlé de financement tout à l'heure vis-à-vis des entreprises, mais pour une petite commune, le gros problème pour mettre en jeu, du moins développer nos projets, c'est trouver des financements. Or, ces financements, on les a, nous, à travers ce type d'actions diversifiées. Je pourrais citer encore peut-être une action. Nous avons lancé pour la trame bleue dans le programme TEN de l'ARB une restauration de mares pour développer notre trame bleue, puisqu'on avait fait les inventaires de notre trame bleue dans le cadre de notre ABC. Eh bien, nous avons trouvé, à travers le Conservatoire des espaces naturels Nouvelle-Aquitaine, un moyen pour restaurer donc des mares. Nous allons restaurer plusieurs mares sur la commune avec ce moyen-là, en y associant un linéaire de haies pour le ruissellement, la filtration, par exemple. Donc, en multipliant nos acteurs ou nos partenaires, nous allons réussir à financer ce type d'action. Pascal Monnier, une réaction. Pardon, je vais être très précis parce que vous avez raison. Pour les entreprises, il faut accompagner financièrement les entreprises pour qu'elles interviennent sur leur foncier, mais même plus d'ailleurs en ingénierie que financièrement. C'est plus ça. Mais en réalité, j'ai effectivement dit qu'il fallait apporter des solutions, y compris financières, pour que les entreprises interviennent sur leur foncier. J'ai surtout dit qu'il fallait aller chercher l'argent des entreprises, en réalité. Oui. Je ne suis pas dans une logique qui consiste à chercher de l'argent privé pour intervenir pour les entreprises. Il faut aller chercher l'argent des entreprises au titre de leurs responsabilités, au titre de leurs obligations, etc. Et donc la logique, mon discours, c'est bien d'embarquer les entreprises pour qu'elles participent du modèle économique de la nature et donc qu'elles soient derrière un financeur important qui nous permet d'aller sur une approche systémique. C'est bien ce que j'ai dit. Mais vous n'avez pas dit contraire. J'ai donné l'exemple d'une entreprise qui est sur la commune, donc une très grosse entreprise de niveau national qui intervient dans les cosmétiques et qui s'est installée sur la commune et qui, lorsqu'ils sont installés, sont venus rencontrer les élus, en particulier l'environnement, pour voir comment leur entreprise pouvait s'installer dans la trame verte et bleue de la commune. C'est-à-dire qu'ils avaient eu écho de notre ABC et donc ils sont venus rechercher l'information. Ils ont un projet important de végétalisation, de création de mares, de création de boisements sur leur entreprise, puisqu'il y a un foncier très important. Ils veulent aussi se verdir, peut-être aussi, c'est peut-être aussi au niveau politique, entre guillemets, que ça se passe, mais ils sont venus vers la commune pour voir comment nous, on s'impliquait dans ces enjeux-là. Et donc, quelles sont, vos attentes vis-à-vis des structures comme l'Agence régionale de la biodiversité, justement, pour vous accompagner dans vos actions locales ? Alors, pour l'ARB, du moins pour DICE, l'ARB, c'est quand même l'outil pour formaliser nos actions. C'est-à-dire que nous, petite commune, on ne peut pas se disperser, c'est pas possible. C'est-à-dire quand on donne notre projet en 2022, nous avons donné un programme d'actions sur 3 actions, eh bien, il a fallu cibler ces actions par rapport à nos préconisations qu'il y avait dans l'Atlas de biodiversité, et il ne fallait pas se disperser. Je pense que l'ARB nous a permis de nous formaliser et d'objectiver un petit peu ce qu'on souhaitait faire sur la commune. Nous sommes dans le renouvellement là, du programme du 2e programme TEN, et il s'agit maintenant de formaliser une stratégie locale de biodiversité. Et donc là, ça nous pousse dans nos retranchements pour voir aussi quelles priorités nous allons engager. Même si actuellement nous avons un souci financier, nous sommes en pleine préparation de budget où on voit bien que les actions qu'on va mettre dans les 3 années à venir vont dépendre aussi des budgets que l'on va pouvoir mettre en jeu derrière ces actions. Mais en même temps, cette réflexion nous permet de mieux cibler nos enjeux et nos actions avec les différents partenaires. J'ai parlé tout à l'heure
du conservatoire. Je pourrais parler aussi de l'espace Mendes France à Poitiers qui a une démarche aussi vers la biodiversité. Je pourrais parler du CPIE aussi proche, celui du Poitou, qui nous aide aussi dans nos actions. Bon, bien sûr, on a travaillé aussi avec la LPO, on travaille avec Prom E, demain je suis de plantation avec Prom E et Grand Poitiers qui est dans la salle aussi. Donc voilà, les partenaires sont des partenaires qui sont proches de la commune et avec lesquels on travaille depuis longtemps, depuis 2014. Pascal Monnier, vous souhaitiez réagir? Oui, je veux quand même dire que pour l'ARB, c'est une bonne nouvelle. Je connais maintenant Madame la directrice qui était en Charente et donc on a une connexion particulièrement utile. Mais au-delà de ça, quand j'essaie de monter mes groupes territorialisés, j'ai qui de l'ARB? Moi, j'ai personne. Je ne sais pas du tout qui j'appelle pour derrière articuler au niveau de Grand Angoulême, du département, etc. C'est un peu la même chose pour l'OFB d'ailleurs, entre nous soit dit. J'ai pas de, j'ai à la fois, alors, mais je veux pas faire, je suis pas véhément du tout. Hein, c'est pas du tout ça. Je pense qu'on a vraiment intérêt à parfaitement articuler les dispositifs à l'échelle d'un territoire. C'est ce qu'on essaie de faire. Je pense qu'on a intérêt à articuler aussi. Beaucoup de choses sont faites. Hein. Il y a des dispositifs qui sont connus, les AAP ou je sais pas. Il y a une chose très bien. Mais je pense qu'on aurait intérêt, peut-être dans la réflexion de structure régionale, à particulièrement réfléchir à une organisation territorialisée qui permette de fluidifier encore davantage, je vais être poli, de fluidifier encore davantage. Peut-être je ne comprends pas tout à fait, mais enfin, à mon niveau, j'ai un peu de mal à identifier... alors maintenant, je connais tout le monde, donc c'est beaucoup plus simple, mais, oui. Mais j'ai quand même un petit peu de mal à m'inscrire dans une articulation parfaite, y compris des dispositifs. Je suis assez demandeur de ça, parce que je suis vraiment dans une logique de coopération. Donc je profitais pour évoquer cette petite incise. Et Cathy Prigent souhaite réagir. Oui, je voulais dire que... Alors, peut-être, c'est vrai que ce n'est pas le même département que celui où je travaille, mais on ressent, nous, dans le département, qu'il faut mieux se faire connaître. Alors, certes, nous ne sommes pas nombreux, mais dans la direction de l'environnement, pour s'occuper de projets autour de la biodiversité, on est quand même 4 personnes. Donc, on est capable de répondre aux demandes des communes et des communautés de communes dès lors qu'elles ont un projet. Dès lors qu'elles cherchent un financement ou qu'elles cherchent une aide technique, on est en capacité de leur répondre, d'autant plus que dans les départements, il n'y a pas que les services de l'environnement qui font de l'environnement, mais aussi les services des routes, des espaces verts, en matière, je ne sais pas, nous, chez nous, on a un service, un pôle paysage espace vert qui travaille sur la végétalisation des cimetières, sur l'adaptation des plantes d'ornement dans les communes, sur les végétalisations des pieds de mur, etc. etc. Donc les petites communes qui n'ont pas de services techniques et qui n'ont pas les moyens de capitaliser la connaissance ont un service départemental qui peut les former. Ils travaillent avec le CNFPT, etc. Enfin bon, il y a un certain nombre de choses qui sont faites et ils travaillent aussi avec l'agence de l'eau sur tout ce qui est désimperméabilisation. On le fait dans les collèges qui sont de la compétence du département, mais on fait aussi de l'assistance à la commune qui veut le faire dans sa commune et on partage. Et ce que je voulais dire, c'était le partage d'expérience. Je pense qu'il est important parce que et je pense que alors l'ARB c'est un outil. Nous, on attend de l'ARB qu'elle nous fasse partager ce qui se passe dans le département voisin, mais dans un même département entre les communes et les communautés de communes. Moi, je pense que c'est le rôle du département de faire ce partage d'expérience et de faire des journées. Alors, on va avoir les assises nationales, les assises régionales, peut-être les assises départementales. Bon, mais si on profite du travail que les départements font avec les communes et les communautés de communes pour montrer ce que fait telle ou telle commune aux autres communes à l'occasion de rendez-vous sur les thématiques de l'environnement, mais aussi sur des thématiques un petit peu autres. Je pense qu'on aura réussi quelque chose de bien et on voit bien que les communes et les communautés de communes sont à la recherche de soutien. Alors financier, mais parfois à l'occasion d'une demande de subvention, on peut être amené à
à les aider à être plus ambitieux, à avoir une vision plus globale, à partager des enjeux, à croiser des intérêts départementaux, régionaux, à faire redescendre. Enfin, je pense que la coordination est importante. Anne-Sophie Chaplin. Je voulais aussi réagir. En fait, je comprends complètement votre réaction, parce qu'on ressent bien en fait ce besoin et ce besoin de lien. Ouais. Ce sera mieux. Ouais. Il est allumé. Bon. Oui. Ce besoin de lien entre des structures de différents niveaux, et puis effectivement les projets localement, et en fait quand on est dans le réseau, ça va, on se connaît, mais quand on n'y est pas et qu'on aborde un sujet nouveau, c'est pas évident effectivement d'aller chercher cette information-là. Donc c'est un des objectifs en même temps de l'ARB aujourd'hui, c'est de se faire mieux connaître. Donc je pense que voilà, tout est en bonne voie pour ça, en cours. Et peut-être du coup sur ce sujet-là en particulier d'ingénierie, c'est vrai qu'on en a pas mal discuté avec l'ARB, et donc là il va y avoir un poste qui va être dédié aux stratégies aussi locales et à l'accompagnement des territoires, pour voir aussi comment est-ce qu'on fait ce lien. Ils ne pourront pas accompagner tous les acteurs, tous les territoires. Néanmoins, l'idée, c'est vraiment aussi de se confronter à ces besoins de territoire, en expérimentant, en accompagnant des territoires, et de proposer des outils qui soient aussi les mieux adaptés demain pour répondre à tous vos besoins. Et si j'ai la parole, je voudrais juste faire une petite réponse, en tout cas rebondir sur ce que vous disiez par rapport au financement privé et au modèle économique, parce que c'est une question sur laquelle on se penche beaucoup côté région. Mon vice-président ici présent, c'est en tout cas une question qui tout de suite dès son arrivée nous a demandé de travailler sur cette question-là, et du coup on est en train de mettre en place un fonds avec la Fondation du patrimoine, donc c'est un fonds public-privé. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des mécénats d'entreprises et de pouvoir derrière financer des projets, donc via un appel à projet certainement, auprès, à la fois des projets qui pourraient être portés par des collectivités, mais aussi des associations, pour agir concrètement sur de la restauration de milieux, être vraiment en lien avec, donc mettre en lien ces entreprises qui ont effectivement ces besoins qu'on a tous identifiés, et qui ont aussi parfois envie d'agir, mais comme vous le disiez tout à l'heure, ils ne savent pas forcément comment faire. Et en tout cas, le mécénat, ce n'est pas la seule solution, parce qu'effectivement, il faut agir sur le foncier, il faut agir sur les chaînes de valeur. On en a parlé un petit peu ce matin avec l'opération qui a été présentée par Soltena. Mais en tout cas, parmi les solutions, le mécénat, ça peut aussi en être une. Allez-y, Pascal Monnier. Parce que je crois qu'il y a évidemment différentes échelles. Un fonds régional, c'est utile. Il y a aussi une autre démarche, mais ça c'est presque politique, on peut l'accepter ou non. Sont en train de se développer des crédits biodiversité. Donc il va falloir derrière, possiblement, si on souscrit à la démarche, enfin c'est une forme de financiarisation de la nature, chacun pense ce qu'il veut, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais enfin, admettons que ça existe, il faudra des interlocuteurs qui soient, on a évidemment tout le financement d'un certain nombre de pays, ce sont les COP, etc. Mais enfin, à l'échelle régionale, la région pourrait évidemment, à la taille critique, pour être là une banque de projets qui permettent d'investir sur des crédits biodiversité. Ça peut être un point. Donc, dans le modèle, il y a des choses comme ça absolument à développer. Et la région n'est que l'agrégation des propositions des territoires. Donc, on aurait ici ça nous permettrait d'aller chercher la taille critique pour aller chercher, par exemple, des crédits biodiversité. Je ne sais pas si c'est envisagé. Et puis à l'échelle locale, j'avais posé moi à la Banque des Territoires la question d'une SEM biodiversité, une société d'économie mixte qui derrière financée par des banquiers, si derrière on considère que c'est le genre de structure qui peut aussi rapporter de l'argent, parce que derrière c'est pas tellement, il n'y a pas de difficulté, c'est un centre de coûts, mais il y a aussi des recettes. Bon, bref. Et donc, mais alors, qui veut rafraîchir ma ville, j'ai aussi un deuxième axe d'aller chercher les fonds des entreprises charentaises. Donc, je vais quand même y aller progressivement, parce que qui veut rafraîchir sa ville, c'est une très très belle ambition. Et puis, je vous invite à regarder, enfin, je nous invite, en réalité, je m'invite moi-même à regarder. Je crois qu'à La Rochelle, ils sont en train de créer une SCIC. Une société coopérative d'investissement immobilière autour de la biodiversité. J'ai vu ça cette semaine, j'ai pas eu le temps de regarder. S'il y a des Rochelais, il y avait tout à l'heure, j'ai échangé avec. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est en train d'être créé. Et donc, en tous les cas,
il faut qu'on aille chercher des véhicules, ça s'appelle comme ça, qui se font à la fois de l'investissement et du portage, qui derrière interviennent spécifiquement sur la biodiversité. L'EPF pourrait jouer des rôles comme ça aussi à l'échelle régionale, mais bon, ils avaient essayé des choses dans le Nord sur la renaturation. Bon, bref, donc il y a plusieurs niveaux, mais à l'échelle locale également, il y a des choses à faire, et notamment la création de véhicules. Donc regardons ce qui se passe à La Rochelle, comme c'est pas Angoulême, mais pour une fois je cite une structure, une organisation différente, c'est aussi intéressant. Donc il faut qu'on regarde une forme de foisonnement au niveau local, parce qu'en réalité, on a beaucoup d'entreprises qui veulent intervenir au niveau local. Si vous regardez ce qui se passe avec l'entreprise à mission Créateur de Forêt, que beaucoup connaissent ici, etc., bah c'est de la proximité. L'entreprise, elle investit à proximité dans ce cadre de sa responsabilité. Anne-Sophie Chaplin, le mot de la fin pour cette table ronde. Une conclusion? Une conclusion. Effectivement, on a bien vu autour de cette table que l'articulation des échelles, en tout cas, c'était un vrai sujet. En tout cas, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'échelle à laquelle on travaille, la préoccupation, je pense qu'elle doit être vraiment au niveau local. En tout cas, je pense que c'est ce qu'on essaye tous collectivement de faire. On voit qu'il y a peut-être encore des besoins, puisque du coup, l'information, elle n'arrive pas forcément encore jusque dans les territoires, mais ça va arriver. C'est un chantier en cours à venir. En tout cas, merci en tout cas à vous pour vos témoignages, parce que ça fait plaisir aussi de voir des territoires engagés comme ça sur ces thématiques-là. Merci à vous quatre pour vos interventions. Merci beaucoup. Je me tourne vers le public. Avez-vous des questions à poser à nos intervenants? Je vois une question. Merci de vous présenter et de poser votre question. Bonjour, Anne-Charlotte Montero. Donc, je suis intervenue tout à l'heure. Je suis coordonnatrice du programme Life Abeilles Sauvages au Parc naturel régional Périgord-Limousin. Je voulais d'abord faire juste une petite parenthèse. Et après, j'ai une question qui m'intéresse et je pense pourra intéresser d'autres personnes ici. Ma petite parenthèse, c'est depuis le début de la journée, donc la biodiversité, évidemment, c'est le mot-clé. Et on parle énormément de restauration et de gestion d'espaces naturels. Je voulais juste rappeler que les zones naturelles en libre évolution, qui sont un peu les oubliées, puisqu'elles ne sont pas aussi très publiables, aussi incroyables à vue qu'une zone de prairie avec des papillons ou une mare avec des grenouilles, etc. Et je ne dis pas que c'est la réponse à tout et qu'il faut faire des zones de libre évolution partout, mais ce sont des zones qu'il ne faut pas oublier, puisqu'elles sont aussi avec une biodiversité très spécifique, et ça peut être également des sujets d'études à long terme pour en savoir plus sur la résilience de la nature. Voilà, ça c'était ma petite parenthèse que je referme. Et ma petite question, celle qui m'intéresse, moi j'arrive à mon stade de life où je vais devoir parler de ce qu'on va faire après l'après-life pour que ça soit pérenniser nos actions. Aujourd'hui, on parle un peu de comment mobiliser le territoire à ces actions. Ma question à moi, c'est vraiment une question ouverte à vos retours d'expérience. Comment ces actions, comment les pérenniser au sein, avec les citoyens, avec les entreprises? Comment vous faites pour qu'une fois que toutes ces finances sont mises en place, que toutes ces actions sont mises en place puisque le projet est en cours et qu'on est là, quand le projet s'arrête, comment vous faites pour que ces actions, au mieux évidemment, parce qu'on ne peut jamais être certain de tout, soient continuées? Merci. Je vais rebondir sur les espaces en libre évolution pour vous répondre. Il y a 4 ans, on a lancé donc le dispositif École dehors avec donc nos CM2, et on avait un espace tout proche de l'école, à 500 mètres de l'école, où c'était un boisement, c'est un EBC, un espace boisé classé, qui n'a pas eu d'intervention depuis les années 2000 à peu près, donc qui était en libre évolution depuis les années 2000, bien qu'il soit inclus dans une zone pavillonnaire et qu'il posait énormément de problèmes aux riverains. Pendant 2 ans, donc les CM2 sont intervenus tous les mercredis matins. Donc ils avaient école dans l'EBC. Donc ils ont travaillé avec la IPO, ils ont travaillé avec d'autres naturalistes, une nature, etc. Ils ont travaillé sur le sol, ils ont travaillé sur les arbres, ils ont travaillé sur l'environnement proche de l'EBC. Et la population a été confrontée donc à la présence de ces élèves dans un milieu hostile où il y a des serpents, où ça pue, où il y a des moustiques, où ça pique parce qu'il y a des ronces, etc.
Mais il y a eu des discussions, à chaque intervention des instituteurs, il y avait pratiquement une discussion, puisque les enfants traversaient la zone pavillonnaire pour aller dans cette EBC. Donc il y a les mamans, il y a les gens qui vont au commerce, etc., qui croisaient les enfants et qui interrogeaient les enfants. Et bien sûr, les parents d'élèves ont dû être interrogés aussi sur l'opportunité d'emmener des élèves faire de la poésie ou du land art dans un espace qui était totalement hostile. Et puis, donc, les changements de mentalité sont opérés progressivement. On en a parlé. On en a parlé à l'occasion d'animations, Sauvage de ma rue, par exemple. On en a parlé à propos d'un film que l'on avait diffusé aussi sur la commune. Et ça s'est installé progressivement. Et maintenant, cet espace, cette boisée classée, donc, qui s'appelle le Bois de Chaume, est définitivement maintenant orienté vers la libre évolution. Et on n'a pas besoin d'intervenir ni de parler de naturation, de renaturation, etc. C'est en libre évolution. Donc voilà un changement significatif dans la commune. Et puis, je voudrais prendre peut-être d'autres exemples. On a sur la commune des espaces très difficiles pour tout un chacun. Ce sont des pelouses sèches, pelouses calcaires, où la biodiversité est riche, mais pas visible toute l'année, entre guillemets, et difficilement identifiable pour le non-initié. Dans les premières sorties qu'on a fait sur ces milieux, c'est une SNIEF, il y avait assez peu de public pour répondre à nos sollicitations. Et nous avons lancé des chantiers nous avons une journée citoyenne d'action pour l'environnement dans la commune tous les ans, le dernier week-end de septembre. Et progressivement, les gens sont venus s'inscrire puisqu'on avait un atelier particulier d'intervention avec notre cahier des charges sur ces pelouses sèches, en particulier sur des broussaillements. Mais c'était l'occasion à chaque fois d'intervenir. Pourquoi on avait de l'éco-pâturage sur ces pelouses, quel était l'intérêt de conserver des habitats, d'une mosaïque d'habitats sur ces pelouses, etc. Pourquoi le cycle d'un petit papillon avec de l'origan était important sur la commune, etc. Et là, maintenant, on a, à chaque fois qu'on fait une sortie, on vient de faire une sortie ornithologique sur le coteau, on doit refuser du monde parce que tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment d'intéressant, puisqu'on a des parcours de randonnée sur ce site qui passent sur ce site, mais les gens ne voient rien, bien sûr, sauf au moment des animations. Donc voilà, la résilience est là et en même temps, les gens s'approprient ces milieux. Et l'objectif de notre politique environnementale dans notre petite commune, c'est vraiment que les lycéens s'approprient tous les enjeux qui sont sur la commune, entre autres pour les pelouses sèches avec l'éco-pâturage et autres. Cathy Prigent. Oui, je voulais profiter de votre question et de votre réponse pour dire une chose que l'on est nombreux à partager, c'est que l'animation, c'est la chose la plus importante. C'est une des parties les plus importantes dans les projets. On s'aperçoit rapidement que si on a fait une action, si on a monté un outil, si on propose quelque chose, si par derrière on ne l'utilise pas avec les gens, avec les communes, enfin ça peut être l'animation auprès d'élus, ça peut être l'animation auprès des populations, ça peut être l'animation auprès des écoles, etc. Si on laisse tomber, enfin si on l'abandonne, ça fonctionne pas. Et l'échec, et nous on a eu à analyser un certain nombre d'outils numériques, parce que comme on a travaillé sur des outils numériques, on a eu on a monté des outils numériques, on a eu à les mettre en place. L'outil numérique qui fonctionne le mieux, c'est celui la découverte de la biodiversité via la randonnée, parce que c'est un outil aussi, c'est un outil métier qui permet aux collègues qui mettent en place les sentiers de randonnée, de suivre aussi leurs sentiers, etc. Donc ils l'animent, ils font des nouveaux sentiers, ils le font connaître, etc. Et c'est ce qui va mieux. Et le problème, c'est que l'animation, c'est du fonctionnement et que les collectivités ont du mal à maintenir des budgets de fonctionnement. Donc si j'avais quelque chose à dire à la région, et puis aussi à mes élus départementaux, à tous les élus, c'est qu'il faut quand même réserver une partie du budget au fonctionnement.
Et on le voit. Alors moi, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le domaine de l'eau pendant assez longtemps. Et ce qui fonctionne bien dans les syndicats de rivières ou les communautés de communes qui ont la compétence gestion des milieux aquatiques, c'est les techniciens rivières. Les techniciens rivières, s'ils sont plus là, plus personne se tourne vers les rivières, tout le monde fait n'importe quoi, plus personne sait ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et, moi, je pense que l'animation, c'est très, très, très important. C'est déterminant. Merci pour ces réponses. Alors, on est... il y a une autre question. Allez-y. Merci de vous présenter. Kevin Lelarge, réserve naturelle du Pinail. Ça fait un moment qu'on entend parler de, en effet, il faut trouver des nouveaux financements pour la biodiversité. Une réflexion ou une question. L'eau a un financement bien particulier. L'eau paye l'eau. Donc tout exploitant ou tout producteur et tout consommateur d'eau paye une taxe qui contribue à la préservation de la ressource en eau. Est-ce que la biodiversité ne pourrait-elle pas payer la biodiversité, ou tout producteur et consommateur de biodiversité, qu'elle soit sauvage ou domestique, paierait une taxe qui permettait de, évidemment, préserver la biodiversité. Alors c'est très facile à dire dans un contexte inflationniste assez particulier et de crise agricole, mais en fait il pourrait y avoir quelque chose d'assez simple en copiant le modèle de l'eau en faveur de la biodiversité pour trouver des pistes de financement, parce que je crois qu'on n'arrive pas à en trouver, et si on compte sur le volontarisme des entreprises ou autres, on n'est encore pas prêt de trouver de nouveaux financements. Un élément de réponse à apporter à cette question? Il ne m'appartient pas à mon niveau de savoir s'il faut changer la fiscalité française. Donc, mais vous avez raison, sur l'eau, il y a une forme d'automaticité, il y a un fléchage, et donc derrière, il y a aussi un confort, mais qui est une nécessité. Donc personne ne peut penser que ce qui se passe sur l'eau ne doit pas se passer en matière de biodiversité. Je pense qu'il faut peut-être rentrer d'ailleurs en spécifiant précisément les services écosystémiques que rend la biodiversité, et donc derrière en allant chercher, parce que le fléchage fait l'objet en quelque sorte. Si vous prenez par exemple la question de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est pas de la biodiversité, mais de façon concomitante sur qui veut rafraîchir sa ville, la déconnexion du réseau, en réalité, c'est soit on change tous les réseaux d'assainissement d'une ville, pour Grand Angoulême, c'est 150 millions d'euros, soit derrière, on va sur des opérations de déconnexion qui partent aussi d'une logique de biodiversité. Donc, qui peut penser qu'il ne faudrait pas que ça soit financé automatiquement, ce genre de choses. Donc, il faut aller chercher précisément, me semble-t-il, peut-être en spécifiant, vous avez raison, dans l'esprit, je pense que chacun ici est sensible à la biodiversité. Donc, je pense que chacun serait sensible au fait d'aller chercher une taxe spécifique. La biodiversité, c'est un service commun en réalité. Et donc, si c'est un service commun, c'est l'impôt qu'il paye, fondamentalement. Donc je ne parle pas de me soustraire aux obligations du service public pour financer la biodiversité. Et dans ces obligations, il faut aller chercher des éléments d'automatisation que vous évoquez. Vous avez parfaitement raison. Simplement, aussi, il faut embarquer dans ce grand modèle, il faut essayer d'aller embarquer d'autres acteurs. Et en l'occurrence, quand les collectivités n'ont plus du tout d'argent, comme c'est le cas, enfin celles qui vont être taxées, passons, il faut aussi aller embarquer d'autres acteurs. Et c'est la complétude qui fera l'action. Donc une forme d'exigence d'aller chercher et de se retrousser les manches. Ce n'est pas tout à fait facile. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Juste pour compléter, il y a une taxe, la taxe d'aménagement, qui contribue au financement de la biodiversité, qui est versée pour partie aux départements, mais c'est vrai que quand les départements ruraux, enfin tels que le nôtre, là, en Dordogne, ça représente une toute petite partie des financements de la biodiversité globalement dans le budget départemental, mais ça existe. Et l'agence de l'eau le disait ce matin, qu'ils cherchent à démultiplier leurs actions. Et effectivement, je pense que l'action dont vous parliez à l'instant peut bénéficier de financement de l'agence de l'eau et faire d'une pierre deux coups, on va dire. Voilà. Alain Galloux-Remedia, rapidement. Oui. En parlant de financement, j'ai découvert il y a quelques jours que la commune avait une dotation des aménités rurales.
d'une somme importante, puisque ça représentait 10 000 euros. 10 000 euros pour un budget communal, nous, de 3 millions d'investissement et de fonctionnement. Donc ça représente une somme considérable, en particulier pour l'environnement. Sauf que cette dotation a été mise dans le budget global et je n'en ai pas vu le moindre centime. Donc maintenant, je sais qu'elle existe et peut-être que ça me permettra de financer d'autres actions. Alors, je rappelle que pour ceux qui ne sont pas élus, que la dotation des aménités rurales, c'est lorsque vous avez sur votre commune un secteur de protection européen ou national ou régional, vous avez, en fonction de la surface et du nombre d'habitants, une dotation spécifique de l'État. Alors, on va prendre une dernière question, parce qu'on est malheureusement un peu pris par le temps, mais je vous invite à continuer à échanger après avec nos intervenants. Madame, allez-y. Oui, bonjour. Catherine Bertrand, directrice de l'ARB Centre-Val de Loire. C'est une question sur le club des citoyens engagés, pour savoir comment vous avez procédé à une sorte d'appel à candidature, et est-ce que ces citoyens s'engagent sur la durée de la reconnaissance territoire engagé pour la nature, ou est-ce qu'ils peuvent, au gré de leur contraintes personnelles, sortir, comment ça fonctionne? Merci. C'est très empirique. On a lancé il y a 1 an et demi, à l'occasion d'une plénière, en faisant venir des conférenciers, etc., ce club qu'on réunit tous les 2 mois, qui se saisit de missions. Et ensuite, on essaie de tirer les fils, parce qu'on reste même à l'échelle d'une commune comme Angoulême, on essaie de tirer les fils de l'engagement, ce qui n'est pas tout à fait évident. Le préalable qui était le nôtre, c'est de ne pas être en logique concurrentielle par rapport à l'engagement envers les associations naturalistes. C'était vraiment la base. Et donc c'est ce qui a été dit et redit. Et on n'a jamais manqué de signaler que s'il devait y avoir un engagement dans des associations naturalistes, je pense à Charente Nature, de France Nature Environnement, c'est Charente Nature, on a d'autres associations pour ce qui nous concerne. Prioritairement, je conseillais aux gens de s'engager dans les associations. C'est quand même un petit peu ce qu'on doit porter en tant que responsable. Il n'empêche qu'on peut avoir des personnes qui, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle, etc. Et donc les 25 personnes, on a eu une quinzaine de personnes qui nous ont rejoints à travers la communication ville, le lancement fondateur un petit peu, on avait fait venir un paysagiste concepteur qui nous avait éclairer un petit peu, apporter un peu d'intelligence, etc. Et donc ensuite, on a tiré des fils par des rencontres, par des logiques et puis par de la communication municipale. C'est pas tout à fait, je veux dire, on a 25 personnes, c'est à l'échelle d'Angoulême, donc c'est pas non plus. Enfin, il y a de l'engagement. Et donc ça fonctionne, c'est très empirique. Évidemment, on sort et on rentre quand on veut. Et donc, on manque peut-être, manque peut-être d'une forme de structuration, d'un cadre, etc. Bon, enfin, en tous les cas, pour les élus, le cadre il est extrêmement connu, c'est les prochaines élections municipales. Donc, à long terme, on est tous morts, mais nous, les élus, c'est d'autant plus vrai très rapidement. Merci. On peut applaudir nos intervenants pour cette table ronde. Merci beaucoup. Merci à vous 4. Merci pour vos questions.